Bonjour et bienvenue pour le premier épisode de Diplomacy on Wheels. Je m'appelle Benedikt Wechsler, je suis l'ambassadeur de la Suisse auprès de l'UNESCO et de la francophonie. L'UNESCO est depuis 80 ans l'agence spécialisée de l'ONU pour l'éducation, la science, la culture et l'information. Avant d'assumer cette fonction et défendre les intérêts de la Suisse dans cette organisation, je voulais connaître le patrimoine mondial riche et varié en Suisse. Je voulus également rencontrer les personnes qui s'occupent dans le quotidien pour la promotion et la protection de ce patrimoine. Enfin, je voulais aussi visiter des lieux qui témoignent des liens importants entre la Suisse et l'UNESCO, comme le CERN qui a été fondé à Genève par l'UNESCO. Je tenais à faire ce voyage à bord d'une voiture suisse, innovante et respectueuse de l'environnement, la Microlino. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant le siège de l'UNESCO à Paris. Et pour cette deuxième partie de ce projet Diplomacy on Wheels, je vais rencontrer les personnalités qui s'occupent ici, dans le quotidien, pour promouvoir les objectifs de l'UNESCO. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Julien Pelot. Il est directeur des partenariats à l'UNESCO. Il va nous expliquer son rôle dans l'organisation, son parcours professionnel et le rôle essentiel que jouent les partenariats de l'UNESCO. Ensuite, nous allons découvrir un lieu qui lui tient à cœur. Allons-y. On va rencontrer le Suisse le plus célèbre de l'UNESCO, l'homme qui marche. Bonjour Julien. Bonjour Bénédicte. Mais vous êtes en avance. Heureusement que j'étais prêt parce que je suis suisse aussi. Alors, je suis né à Neuchâtel, mais j'ai grandi à Genève. Et à la base, je suis originaire du canton de Vaud. Ah voilà, vous réunissez les points forts de la Suisse romande. Il ne faut pas dire ça aux fribourgeois. Ah oui, vous avez raison, oui. Donc vous êtes grandi à Genève. J'ai grandi au Grand Saconnet, qui est en fait pas très loin du quartier des Nations Unies. Ah oui, là vous êtes au plein cœur de la Genève internationale. Exactement, ouais. Et vous aviez des enfants aussi dont les parents travaillaient dans les organisations internationales, à l'école. Bien sûr. En fait, même ma mère a travaillé en tant que bibliothécaire documentaliste au BIT, Bureau international du travail. Donc, je connaissais bien le quartier. Mais donc après, vous avez quitté Genève pour aller très loin. Ouais, alors j'ai quitté Genève une première fois pour aller faire mes études en Australie. J'ai fait ma licence en Australie. Et après, je suis revenu à Genève pour faire mon DEA, comme ça s'appelait à l'époque, des diplômes d'études approfondies, master, en Suisse, à Genève, au Graduate Institute maintenant, mais qui à l'époque s'appelait HEI, l'Institut des hautes études internationales. Et donc j'ai fait 2 ans mon master là-bas. Vous connaissez aussi le patrimoine mondial en Suisse? Bien sûr, j'étais en train de regarder Oui, j'ai une petite brochure ici voilà. dans la voiture Exactement. quand j'ai des gens qui veulent savoir. Donc, vous auriez su les 13? Je suis pas sûr que j'aurais su les 13, mais en lisant la brochure, j'étais quand même content de voir que j'en ai visité 9 sur 13. Excellent. Je trouve que c'est pas mal quand même. Pas mal, Ouais. pas mal. Mais racontez-nous un peu, donc vous êtes directeur de la division des partenariats à l'UNESCO. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Qu'est-ce que ça contient? C'est beaucoup de choses, c'est de coordonner et de gérer en fait au jour le jour les partenariats et la mobilisation de ressources pour l'organisation. Alors évidemment, c'est pas nous et notre division qui faisons tout. C'est un travail qui est vraiment commun à l'organisation. Nos bureaux hors siège, par exemple, mobilisent énormément de ressources et font beaucoup de partenariats. Mais on est là pour les appuyer, pour les soutenir et aussi pour traiter en fait les accords, c'est-à-dire s'assurer qu'ils soient au niveau de qualité et de standards qui sont attendus de l'organisation. Déjà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que 60% du budget de l'UNESCO, maintenant, c'est des contributions volontaires. C'est-à-dire que ce n'est pas les contributions
comment dire, obligatoires qui sont en fait la carte de membre des États à l'UNESCO. Donc, ça demande un travail vraiment de suivi des partenaires, d'engagement des partenaires, de développement de nouveaux partenariats, etc. Sur ces 60%, on a quand même une grande majorité qui vient des États. Donc, avec les États, c'est important de comprendre quelles sont leurs priorités et comment eux voient une valeur ajoutée de l'UNESCO pour faire avancer leurs priorités. Le plus grand secteur en termes de contribution volontaire, ou le plus grand secteur en général à l'UNESCO, c'est l'éducation. C'est plus de 60% du budget, je crois, à peu près. Et, disons, les sciences, la culture, ce sont deux autres grands secteurs. Mais on a aussi des secteurs comme communication et information qui ont des plus petits budgets, mais un mandat aussi très important sur la liberté d'expression avec un groupe de donateurs très fidèles. Est-ce que vous pourrez mentionner un partenariat qui, pour vous, est un sort de modèle presque? Ah bah il y a plein de modèles. Enfin, là, on parlait des États, par exemple, et alors on a un très beau partenariat avec beaucoup d'États qui ont tous une forme un peu différente. Mais ceux qu'on met souvent en avant, c'est ceux avec la Norvège et la Suède, parce qu'en fait, ce sont les seuls deux États qui nous donnent des financements flexibles au niveau thématique. Ouais. Et ça nous permet en tant qu'organisation d'être plus agile, de pouvoir s'assurer d'une cohérence programmatique qui est plus difficile à faire quand les contributions sont très fléchées. Avec le secteur privé, on est assez fiers de notre partenariat avec le groupe LVMH, parce que c'est un partenariat qui s'est construit sur des décennies et qui est interdisciplinaire maintenant, qui était avant axé uniquement sur la biodiversité, mais qui Ah. maintenant regarde nature, culture, éducation, et qui s'inscrit aussi beaucoup dans les sites UNESCO. Avec Et le nous secteur... espérons bientôt aussi avec le secteur privé en Suisse, où il Exactement. y a eu déjà des exemples. Oui, bien sûr, on a un partenariat avec Nestlé qui soutient notre programme jeunesse. Et puis, on a eu des partenariats avec des fondations, diverses fondations en Suisse. On est encore, je pense, on est en dessous de notre potentiel en Suisse en termes de partenariat avec le secteur privé. Mais la visite qu'on a fait la semaine passée et tous les efforts conjoints, y compris les vôtres de la délégation, je pense, vont se matérialiser. Est-ce qu'il y avait eu des partenariats qui ont échoué, où on a vraiment eu où on a dû arrêter peut-être? Alors, il y a des partenariats qui se renouvellent pas, mais ça, c'est pas toujours un échec. C'est-à-dire que les partenariats dépendent aussi beaucoup des priorités des partenaires. Et celles-ci changent. Ça dépend aussi de la qualité du travail qu'on peut fournir. Et parfois, il y a des changements dans les équipes. Il y a des contraintes opérationnelles qui font que parfois, les résultats ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Mais je dois dire que c'est quand même une exception. Je n'ai pas le souvenir d'un partenariat qui s'est arrêté par un échec. En fait, le nouveau directeur général qui a rejoint l'UNESCO au mois de novembre a fait des partenariats et de la communication deux de ses priorités. Et je pense que c'est une chance pour nous parce qu'en fait, l'UNESCO, c'est vraiment une organisation qui est fondée à la base sur la coopération et le dialogue. Et je pense que les partenariats sont au cœur de ça. Donc, il a renforcé comment dire, l'accent qui est mis sur les partenariats. Il nous a placés directement sous la directrice générale adjointe pour qu'on ait une force de frappe plus forte dans l'organisation. Et je pense que ce sera bien non seulement pour nous, mais ce sera surtout bien pour les partenaires. Et moi, personnellement, ce que je trouve intéressant, si une organisation ou un État entre dans un partenariat, il voit très très clairement la valeur ajoutée de l'UNESCO. C'est vrai. Et le dernier biennium, on a eu un biennium record. On a mobilisé 868,3 millions sur le biennium. Bravo. Ce qui était vraiment inattendu, on va dire, dans un contexte international et d'aide au développement qui est en réduction. Donc, on espère pouvoir continuer sur cette lancée, même si c'est un contexte difficile. Mais je pense que surtout, ça montre qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le mandat de l'UNESCO et aussi qu'on a la capacité de répondre à cet intérêt, à cette demande en montrant notre valeur ajoutée, justement. Et maintenant, quand vous devez identifier des nouveaux partenariats, comment est-ce que vous procédez? Les partenariats, c'est pas de la science, c'est de l'art. Donc il faut, il n'y a pas une seule manière de faire des partenariats. Parfois, c'est des partenaires qui viennent nous voir et qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire avec l'UNESCO ou de ce qu'ils attendent de l'UNESCO. D'autres fois, ce sont nous qui allons chercher des partenaires ou qui identifions des partenaires avec qui on pense qu'on a un alignement
en termes de priorité, même si c'est deux institutions ou une société et l'UNESCO qui se mettent ensemble, c'est des humains qui sont derrière et qui se font confiance et qui dialoguent. Donc c'est pour ça que c'est passionnant en fait aussi le travail de partenariat parce qu'il y a beaucoup d'humains. Je pense qu'on a des équipes qui sont très motivées, mais en fait on a une équipe de partenariat qui est assez petite en comparaison avec les ressources qu'on mobilise. Comme c'est un effort de toute l'organisation, je pense qu'on compense avec cet engagement très fort de tous les collaborateurs de l'UNESCO. Et vous sentez aussi peut-être une concurrence parmi les autres organisations spécialisées de l'ONU? En fait, je pense que dans le système des Nations Unies, et ayant moi-même travaillé pour 3 agences différentes des Nations Unies, je pense qu'on devrait parler plus de complémentarité, en fait. Je pense qu'en tant que système, on a beaucoup de choses à offrir, en termes de diversité thématique, mais aussi en termes de différents modes opérationnels. Et en fait, je pense qu'il y a une grande complémentarité. Malheureusement, au quotidien, c'est pas toujours ça qui prime, mais et aussi les donateurs doivent faire des choix, c'est légitime. Donc il faut pouvoir démontrer notre valeur et surtout mettre un accent très fort sur les résultats qu'on peut atteindre et qui peuvent répondre aux priorités de l'organisation, mais aussi des donateurs. Et là, en fait, c'est aussi la réforme de l'ONU, le UNAT, qui en fait va dans ce sens qu'on crée plus de synergie dans le système. Tout à fait, tout à fait. Bah, synergie au niveau des Nations Unies et puis synergie au niveau de l'UNESCO, parce que l'UNESCO 80 que vous mentionniez avant, il y a aussi tout un pilier qui est de repenser en fait aussi les différents piliers de l'UNESCO, éducation, culture, sciences, communication, information, et comment en fait ces piliers et la multidisciplinarité qu'on peut offrir à travers ces différents secteurs peuvent donner des solutions uniques aux grands problèmes que confronte le monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est là qu'on vient se ressourcer. Puis je vais vous montrer le coin du parc là-bas. Il y a le coin préféré des enfants. Bah surtout, ce qui est bien, c'est que c'est très authentique, quoi. C'est le Paris où il n'y a pas de touristes. C'est ce qu'on disait avant, il n'y a pas de touristes. Les gens vivent. Ça, c'est très sympa. Et voilà, qu'est-ce qu'est le grand prochain projet pour vous à l'UNESCO? Alors le grand prochain projet, déjà, comme je le disais, c'est de pouvoir maintenir le niveau de contribution volontaire qu'on a. C'est aussi de réfléchir à des nouveaux types de partenariats. On s'est beaucoup intéressé sur ces dernières années aux questions de financement innovant, repenser en fait un petit peu l'aide au développement parce que malheureusement les ressources des États diminuent. Il n'y a pas un manque de ressources dans le monde, donc il faut juste trouver les bonnes méthodes pour que ces ressources puissent soutenir le mandat de l'UNESCO. Donc ça, c'est un grand sujet. Julien, on est déjà arrivé au bout de ce premier épisode. Merci beaucoup de ta participation. Merci à vous pour l'invitation. Un grand merci à Julien Pello pour sa participation et ses explications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le deuxième épisode de Diplomacy on Wheels.